Il va armer la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Réalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau Club Mounégou, un Club Mounégou aujourd'hui consacré à Philippe Keun, le gardien de l'AS Monaco. Pour cette émission, du coup, nous aurons un invité exceptionnel puisque nous accueillons Thomas Bernard qui est journaliste à Actu Nantes et qui est également, qui collabore également à Main Opposée, donc un site spécialisé sur les gardiens de but. Donc les gardiens n'ont aucun secret pour lui. Salut Thomas. Salut les gars et salut à tous les supporters de Monaco. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et puis également Patrice qui est là ce soir. Salut Pat. Salut à tous les deux et salut à tous les supporters monégasques. Alors ce débat du coup on va le mener à trois, cette réflexion autour de Philippe Keun, et puis ensuite nous Patrice on enchaînera, on se projettera un petit peu sur le match contre Nantes avec contre Nantes, que dis-je, c'est Actu Nantes qui m'a induit en erreur, contre Metz pour la 9e journée de Ligue 1 et notamment sur la ligne défensive puisqu'il y aura quand même pas mal d'absences et il faudra certainement un petit peu improviser pour à 18h. Alors Philippe Keun évidemment il est arrivé avec énormément d'attentes sur lui parce qu'il remplaçait un gardien qui a beaucoup souffert et qui nous a fait beaucoup souffrir, Alexander Nübel. Il y a des joueurs qui ont cristallisé beaucoup de tensions et lui en fait partie. Il a même peut-être un petit peu surpassé tout le monde à ce niveau-là. Et donc pour remplacer Alexander Nübel, les dirigeants monégasques se sont portés sur l'ancien gardien donc, du Red Bull Salzbourg, auréolé du titre de meilleur gardien d'Autriche, international suisse de 25 ans. Alors, Patrice, pour commencer... Quand on a vu arriver Philippe Keun, la première remarque qu'on se faisait, c'était finalement qu'on connaissait pas vraiment le gardien parce que c'est pas un championnat qu'on suit vraiment, l'Autriche. Alors, il y a de l'Europe à Salzbourg, forcément, mais c'est vrai qu'au-delà de ça, c'était un gardien plutôt inconnu pour nous. Oui, tout à fait. Pour moi, personnellement, oui, je le connaissais quasiment pas. Donc, je n'avais pas grand-chose à redire sur son recrutement. Après, voilà, il joue dans un top club dans son pays. Comme tu le dis, il est élu meilleur gardien. Il a de l'expérience en Coupe d'Europe, il a de l'expérience internationale. Donc voilà, le profil est plutôt bon sur ce côté-ci. Thomas, toi de ton côté, quand tu vois les premières rumeurs ou même l'officialisation de transfert de Philippe Keun qui arrive pour 8 millions d'euros à Monaco, quelle est la première impression que tu as sur ce gardien ? Est-ce que tu penses que c'est une bonne pioche pour Monaco, toi, en première impression ? Moi je me dis déjà c'est un Suisse. Et l'école suisse en niveau des gardiens, c'est plutôt assez reconnu quand même. Il y a Mvogo, voilà, qui est à Lorient actuellement. Il y avait Omlin, puis il y a d'autres dans le championnat d'Allemagne qui sont plutôt bons. Donc sur le moment, je me dis, c'est peut-être un bon choix. Puis il y a la filière un peu Red Bull aussi également. Monaco, je sais que c'est pas mal utilisé. Donc je me dis intéressant. Moi, j'avais vu vite fait un match contre le Bayern Munich où il a été plutôt bon en Coupe d'Europe, mais bon, sur un match, je peux pas me permettre de juger le gardien. Je l'ai trouvé intéressant, donc je me suis dit pourquoi pas pour l'après-Nouvelle. Après, j'avoue que les débuts n'ont pas été superbes, notamment son premier match contre Clermont. On va pas dire que c'était une entame de championnat réussie, mais je trouve qu'il y a quand même un potentiel chez ce gardien. Je trouve que il y a son style qui est intéressant, même si je sais que des fois il est pas forcément académique, mais en fait il est vraiment dans l'école allemande parce que il est suisse, ok, mais il est né en Allemagne, il a grandi en Allemagne, donc il a vraiment ce côté germanique, si je peux dire, en fait, dans sa formation. Donc, j'étais très curieux, très intéressant de voir sa saison. Donc, bonne pioche, je sais pas pour l'instant, mais à voir du coup pour la suite. Oui, évidemment, on va pas. Alors, on essaie un peu d'apporter quelques éléments de réponse, mais c'est vrai qu'on va pas te dire tout de suite si c'est une erreur de l'avoir recruté, parce que bon, ce serait un peu prématuré. On a joué que 8 matchs, mais c'est vrai qu'en tout cas, les premières indications, Patrice, comme le disait Thomas, c'est que la tendance est un petit peu à la déception. C'est le cas de le dire.
Alors, après, à sa défense, comme tu l'as dit en intro, il y a énormément d'attentes sur lui à cause de ce qui s'est passé avant. Je pense que on avait tellement besoin d'avoir enfin un bon gardien après Nobel. Ce qui n'a pas réussi à Benjamin Lecomte, hein, parce que les attentes, elles étaient tout aussi grandes à son époque. Parler d'un gardien suisse, je pense qu'il y a encore plus d'attentes sur Cohn que sur Lecomte. Parce que Lecomte, c'est parce qu'il n'a pas Subasic, et après Benaglio, Subasic, la fin de Subasic, hein, où il était un déjà Suisse, un peu moins bien. L'école suisse aussi, peut-être. Après Benaglio, qui a fait à peu près ce qu'il a pu. Donc je pense qu'il y a moins d'attentes. Là, franchement, on avait vraiment besoin d'un top gardien après ce qui s'était passé avec Nobel. Et la moindre boulette que peut nous faire Cohn, il se la prend dans les deux. Oui. Alors, du coup, cette première boulette, on l'a eu contre Clermont. Elle est rapide. Ça, le problème, c'est qu'elle est très rapide quand même. Elle a mis exactement 7 minutes à arriver. Et derrière, il n'y a pas de grosses erreurs. En réalité, alors il y a des petites choses, on pourra reparler justement un peu dans le détail. Le deuxième but de Clermont, les pénaltys par exemple aussi, c'est des choses qu'on pourra aussi un petit peu évoquer en détail tout à l'heure. Mais c'est vrai que finalement, il n'y a pas de grosses erreurs de la part de Keun. C'est vraiment la faute de main, c'est vraiment celle-ci contre Clermont. Il y a pas... Depuis, il s'est un petit peu rattrapé, on va dire. Enfin, en tout cas, il a été moins mis à la faute. Le problème, c'est que tu es à Monaco, tu n'es pas dans un club du milieu de championnat qui demande à un gardien de faire ses arrêts quand les ballons sont assez proches de lui. Nous, on a vraiment besoin d'un gardien qui est capable d'aller chercher les arrêts que la majorité des gardiens ne vont pas prendre pour venir te gagner ces petits points qui vont faire la différence en fin de championnat. Et ce genre d'arrêt, pour l'instant, on l'a toujours pas vu. À chaque fois qu'il a pris un but, on a dit il pouvait rien faire, c'était trop loin de lui ou c'était trop rapide. Oui, sauf qu'un gardien de très haut niveau, ce que nous on a besoin, ce qu'on recherche depuis un petit moment maintenant, il l'aurait un peu plus anticipé, il aurait des meilleures positions, il aurait été mieux sur ses appuis, il aurait eu le fragment de seconde plus rapide pour aller chercher justement l'arrêt. Ce qu'on voit sur les très très hauts gardiens, et malheureusement pour l'instant on ne le voit pas sur Cohn, donc on l'espère toujours que ça arrive et qu'il nous prouve que du coup il a cette capacité des fois d'aller nous chercher des arrêts exceptionnels. Et pour l'instant, il fait ce que font la majorité des gardiens, à savoir être très bon sur les face-à-face, sur les ballons qui sont à sa portée. Thomas, au moment où justement je disais il n'y a pas de grosses erreurs, je pense j'ai eu soudain le but de Ndiaye contre Marseille où son plongeon est un peu ridicule. Tu as vu les buts encaissés par Keun, j'imagine, depuis le début de la saison. Est-ce que tu as le sentiment aussi que, pareil, ce sont des buts sur lesquels finalement il y a on peut dire il n'y a pas grand chose de plus à faire. Est-ce qu'un autre gardien aurait pu faire mieux ou un meilleur gardien aurait pu faire mieux ou est-ce que tu partages un peu cet avis-là? Après, c'est pas sur tous les buts. Notamment, les deux buts contre Clermont, là, il est 100% responsable pour moi. Même le deuxième, j'avoue que je comprends pas pourquoi il plonge avant que Encham frappe. Et pour revenir sur l'action d'Ndiaye, il y a un peu un manque d'explosivité, en fait. Si vous voyez bien l'action, en fait, sa reprise d'appui, elle est un peu lente, mais il est quand même pas très loin. Et il plonge, en fait, un peu... je pense qu'il lui manque un appui, en fait, pour pouvoir après toucher le ballon, parce que quand on voit le ralenti, il est pas très loin au final, quand même, quand il plonge sur Ndiaye, malgré sa reprise d'appui. Donc là, c'est un de ses défauts aussi, ce que j'ai pu voir, en tout cas, sur le début, c'est son manque un peu d'explosivité dans les jambes. C'est vrai que c'est un gardien qui est pas, tu vois, par rapport à un Alban Lafont, si je prends par exemple, qui est plus explosif, il y a une différence là-dessus. Mais c'est vrai que pour l'instant, je rejoins ce qui a été dit, au final, il a pas été encore trop décisif, même si le match contre Reims, il n'est pas forcément décisif, mais en tout cas, il fait des arrêts qu'il faut, il se montre quand même un peu. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est vrai que si tu compares par rapport à Nobel, où je pense que comme vous êtes supporter de Monaco, donc vous l'avez plus vécu que moi, mais entre les erreurs et le fait qu'il n'a jamais été vraiment décisif, c'est vrai que vous avez besoin d'un gardien de voir la différence en fait au final, quoi, ce que vous n'avez pas trop vu pour l'instant. Ouais, c'est vrai. Mais quand même plus explosif que Nubel. Je vais pas être méchant, mais c'est pas très compliqué. Mais je vais pas être méchant, mais... non, mais t'inquiète, t'as le droit. Puis de toute façon, on l'a supporté pendant 2 ans. Merde, on a le droit de se lâcher un peu. Donc, mais c'est vrai que justement, moi, ce qui m'avait marqué aussi dans ses aptitudes, c'était qu'il avait un peu plus ce côté... agile, félin. Alors tu prenais Lafont en exemple, c'est vrai que je trouve quand même qu'il a un peu plus cette capacité-là évidemment que Nubel, qui était pour le coup très pâteau et assez inerte sur sa ligne. Et c'est vrai que sur la question du style, c'est un joueur, on dirait que tu parlais de l'école suisse, c'est un joueur, on dirait qu'il est un peu entre deux. Notamment si on regarde ses influences, il a forcément beaucoup parlé de Neuer, qui a forcément été
le meilleur gardien peut-être des 10 dernières années, ou en tout cas pendant une bonne décennie. Je pense qu'il a été un des tout meilleurs, enfin il a été un des tout meilleurs gardiens, c'est sûr, si ce n'est le meilleur peut-être. Et c'est vrai que forcément son style a eu une grosse influence sur quelqu'un comme un Ter Stegen aussi. Et en même temps, il a aussi cité Hugo Lloris, qui lui est plutôt, je pense, d'une autre école, d'une ancienne école. Oui, après, oui, c'est vrai que Lloris, ce côté école allemande sortie en croix ou la gestion du jeu au pied, c'est vrai que Lloris n'avait pas ça, mais après, c'est normal parce qu'il n'était pas formé. Voilà, c'est question d'âge aussi, d'évolution du poste de gardien de but. Après, c'était ses références, et notamment, je crois que c'est l'interview sur la Ligue, il me semble, où il parle de ça. En tout cas, Keun, je pense que c'est ce côté explosivité sur la ligne dont il évoquait, même si pour l'instant, Lloris, il est, je trouve, encore un peu plus explosif, mais je pense qu'il y a quelque chose à travailler. Il y a différents axes d'amélioration, tu vois, par rapport à Nubel, je trouve. Il est beaucoup plus serein au pied. Moi, je me rappelle de matchs j'ai eu de la chance, du coup, de voir Keun à la Beaujoire et aussi Nubel les 2 dernières saisons à la Beaujoire. Quand Nubel avait le ballon dans les pieds, qu'il met des relances de 3-4 mètres, tu disais, s'il y a un petit pressing, tu penses qu'il peut faire une mauvaise relance, alors que Keun, j'ai pas senti. Je sentais qu'il était en maîtrise dans son jeu au pied, et il a quand même un jeu au pied qui est supérieur en tout cas techniquement, mais aussi dans l'utilisation du jeu au pied. En tout cas, ce que j'ai vu pour l'instant à Monaco. Il y a des axes d'amélioration aussi, mais entre la sortie aérienne aussi, je pense, et la gestion de la profondeur, je sais pas si vous vous rappelez du premier but que Nantes marque, où il y a un penalty en fait, l'action qui mène le penalty. Oui. Sur cette action-là, donc c'est un long ballon et en fait, Keun, il est au niveau de son point de penalty, il commence à faire 3-4 pas. Et il voit en fait qu'il est trop court, il s'arrête et il recule. Et je pense qu'il aurait pu continuer ou au pire, son positionnement de départ était pas très bon, ou il aurait pu être un peu plus haut. Mais cette question-là, après, c'est une mauvaise gestion provoque le penalty, même si bon, moi je suis un peu pour Nantes, donc je dirais que le penalty est justifié. Vous direz, je pense que vous direz que il y a pas péno, mais c'est vrai que là-dessus, c'est un point d'amélioration pour moi, cette gestion de la profondeur aussi. En tout cas, c'est le même point qui revient en fait au début, c'est la prise de décision au final. C'est quand sortir, quand gérer la profondeur, voilà, c'est une question de prise de décision pour moi. C'est un gros point d'amélioration et en tout cas pour les matchs qui restent quoi. Mais moi je trouve que il y a quelque chose à en tirer quoi. Je me dis pas il y a rien à en tirer quoi. Un Nubel au bout de 10-15 matchs, je me dis c'est pas possible quoi. Là j'estime qu'il y a quelque chose. Et c'est vrai que sur la question de la gestion de la profondeur, donc de la prise de décision, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu également dans ses interviews, dans les conférences de presse, parce qu'il sait qu'avec à 18h, on a un bloc qui en général évolue très haut. Donc c'est vrai que voilà, il y a cet aspect où il doit être beaucoup plus attentif, meilleur dans sa vision du jeu pour justement prendre la bonne décision au bon moment et sortir au bon moment quand ça le demande. Mais c'est son positionnement de départ au final. Hein. De toute façon, c'est par rapport à son bloc équipe. Hein. Il doit suivre son bloc équipe. Et ton coach, notamment, doit te donner des repères où tu les as, les repères, parce que c'est quelque chose que tu travailles quand même. C'est question de gestion de profondeur, même à l'opposition, l'entraînement. À l'opposition, les Monégasques, j'imagine, qu'il font comme en match. Donc, généralement, il a 20-30 mètres à gérer, Keun. Oui, non, complètement, c'est vrai. Et du coup, c'est vrai que moi, sur son jeu au pied, je l'ai trouvé assez bon aussi contre Reims, Pat. On le disait, c'était un peu le match, finalement, où... Alors, c'est peut-être pas suffisant pour dissiper tous les doutes, mais en tout cas, c'est un match qui tendait un petit peu à nous rassurer par rapport au début de saison. Ouais, bon, après, je trouve pas qu'il y a que sur ce match-là qu'on a vu son jeu au pied. Je trouve que depuis le début de la saison, par contre, il y a un point où on ne peut pas vraiment le blâmer, c'est au niveau des relances et où, contrairement à Nubel, où c'était vraiment catastrophique et qu'on a même vu que les défenseurs passaient plus par lui pendant le match, de ce côté-ci, pour le coup, on a rien à redire. Après, oui, il y a eu du mieux sur le match contre Reims. Je trouvais qu'il y avait aussi du mieux dans le derby. Il avait montré pas mal de choses avant de prendre le but à la fin du match, mais sinon, il avait fait pas mal d'arrêts aussi. Il avait été plutôt décisif avant qu'on craque. Voilà, donc il faut espérer que ça continue dans ce sens-là. Même si contre Reims, sur le penalty, on en parlait tout à l'heure sur les penalty, mais je trouve qu'il est vraiment très très statique. Ça me rappelle un peu un double où on a l'impression que c'est un plot qui est au milieu de la cage, qui bouge pas et qui subit le penalty s'il n'est pas tiré au centre. Quoi. Ouais, après, Noble, c'était... on sentait surtout qu'il faisait pas l'effort, là, mais j'ai l'impression que
Je sais pas ce que t'en penses, Thomas, mais moi, l'impression qu'il me laisse sur les pénaltys, c'est que c'est quelqu'un qui, comme dans le 1 contre 1, veut rester le plus tard possible sur les appuis, et quitte à rester trop tard et à ne pas bouger du tout, en fait. Ouais, c'est ça, c'est rester plus longtemps et partir en fait attendre que le tireur choisisse un côté et tire pour pouvoir déclencher. Et en plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas sur les 2 pénaltys, et j'ai déjà vu aussi sur des images à Salzbourg sur les pénaltys, notamment en championnat, je crois qu'il a jamais arrêté de pénalty. Hein. D'ailleurs, il a arrêté que en tir au but, mais jamais en championnat. Il fait toujours la même chose, c'est qu'il va faire semblant de partir d'un côté. Oui. En gros, il décale un peu soit sur sa droite, sur sa gauche, pour partir de l'autre. Et je pense que c'est quelque chose que tu travailles à la vidéo des côtés des tireurs, parce que à chaque fois, ils ont tiré du côté où ils commencent à partir. Mais c'est ça. Donc, c'est ça. Je sais pas si tu as remarqué, sur 2 pénaux, en tout cas, c'était comme ça cette saison avec Monaco. Alors, je l'ai pas vu contre Nantes, mais je l'ai vu sur celui de Reims, de Thomas. Et pour le coup, on voit vraiment il part du bon côté et finalement, il choisit le côté opposé. Et c'est là, derrière, que c'était finalement la première intention était peut-être la bonne. En tout cas, comme tu disais, peut-être qu'à la vidéo, les tireurs, eux, savent qu'ils doivent partir, qui donnent une petite indication d'abord et que c'est ensuite là qu'il faut tirer. Donc, ouais, parce qu'en fait, quand un gardien fait ça, juste pour expliquer, c'est qu'en gros, c'est qu'il espère que le tireur voit en fait ce signe qui est donné par le gardien et qu'il change de direction. Et en fait, Kun il mise là-dessus. Ça, il fait exprès de donner l'information au joueur pour en fait entre guillemets le piéger. C'est ça. Bon, pour l'instant, ça n'a pas marché. Non. T'apprends tes attaquants justement à pas changer en cours de course de côté, quoi. C'est le meilleur moyen de pas avoir le bon positionnement du corps pour pas la mettre assez forte de l'autre côté, quoi. Je trouve que c'est rare qu'un attaquant choisisse de changer de côté en milieu de course. Bah, ça s'appelle Neymar, quoi. Il faut vraiment être un très bon tireur de penalty pour arriver à changer en pleine de l'axe. Ouais. Alors du coup, on parlait de cette école justement de gardien qui reste très tard sur les appuis, notamment dans le 1 contre 1. Bah forcément, c'est pas sans rappeler, comme les bras en croix, c'est pas sans rappeler un certain Manuel Neuer, cette école un peu allemande. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut rattacher aussi aux Suisses spécifiquement ou pas, ou juste vraiment c'est gardien allemand? De base, c'est gardien allemand, mais après, la Suisse, en tout cas en termes footballistiques, est très proche quand même de l'Allemagne, notamment en termes de gardien de but. Vous verrez le nombre de gardiens de but qui sont passés par la Bundesliga, donc forcément, il y a des influences. Et puis en plus, pour le cas de Philipp Kühn, il a commencé à jouer en Allemagne, donc il a été formé en Allemagne, donc forcément, il a cette influence-là. C'est une école, oui, ça a commencé, si je peux dire, en Allemagne, mais ça se démocratise un peu partout en Europe désormais, même s'il y a des variantes. Par exemple, en Espagne, en plus de la croix, ils utilisent ce qu'on appelle le lancer de jambe. Alors, c'est pas super académique, c'est Bono qui fait plutôt pas mal, l'ancien gardien de Séville, gardien du Maroc. Donc, tu as des différentes approches, tu as une variante de la croix, mais la croix, tu l'utilises pas n'importe quand. C'est aussi, voilà, le problème qu'ont certains gardiens germains, on va dire, hein, soit l'Allemagne ou Suisse, c'est des fois utilisé à mauvais escient. Et c'est la technique de la croix impose quand même un certain contexte pour l'utiliser. Tu peux pas l'utiliser si ton joueur est à 9 mètres de toi, ta croix ne sert à rien. Parce qu'en fait, après on pourra peut-être en détailler un peu plus tard la technique de la croix, on peut le faire maintenant, mais le but du jeu c'est quand même réduire un maximum l'espace au tireur. Donc faut être très proche dans ce cas-là. D'accord, ouais. Et mais c'est vrai que du coup ça, alors ça c'est vraiment une autre appréciation du gardien. C'est vrai que moi j'ai pas forcément ces références-là, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vu très vite. Ce qui me surprend un peu, c'est qu'on voit surtout ça avec des gardiens un peu massifs. Alors d'ailleurs, l'équipe vient de sortir un papier sur leur site, sur les profils, les morphologies, on va dire. Est-ce que le profil, le physique fait le poste? Donc forcément, l'augmentation de la taille chez les gardiens en Ligue 1 qui ont pris 5 cm en 10 ans, ce qui est assez important. On a des gardiens qui sont donc plus grands, plus massifs, qui peut-être se prêtent davantage à cette façon de sortie de cette technique-là, comme tu disais, de la croix, justement. De toute façon, c'est quand tu es plus grand, forcément tu occupes plus d'espace. Et puis voilà, tu vois maintenant les grands gardiens maintenant, ce qui n'était pas trop le cas avant. On avait le cas avant, on disait tu fais un 90, tu vas pas vite au sol. Ouais. Désormais maintenant, un gardien qui fait un 90, 95, le gars va très vite au sol. L'exemple parfait, tu vois, même si c'est peut-être le meilleur, c'est Thibaut Courtois.
le gars fait quasiment 2 mètres, il va à une vitesse au sol que tu pensais pas que c'était possible pour un gardien de 2 mètres. Donc c'est l'évolution du poste et aussi la connaissance du poste qui permettent aussi à un gardien qui est plus rapide d'aller au sol. Donc en fait, désormais, je pense qu'on va cette tendance-là, c'est que le gardien va être de plus en plus grand. C'est logique. Parce que moi, j'ai aussi, je trouve que, alors Keun fait 1m90, 1m90 à 91, bon, après ça dépend des sites, mais c'est pas, je trouve qu'il est pas si massif. Je sais pas ce que t'en penses, j'irai pas jusqu'à dire qu'il est longiligne un peu. Qu'il est frêle, mais voilà, il est longiligne et pas forcément très massif. Donc par rapport à cette technique-là, je sais pas si c'est est-ce que c'est une question de profil, justement? Moi, je trouve que c'est peut-être pas forcément la meilleure technique pour lui, qui correspondrait le mieux à son physique. Bah après, la technique de la croix, tu peux faire un 80 et 2 mètres, tu peux la faire, hein, parce qu'en fait, celle-là, tu dois l'utiliser que quand tu es en situation dans la contre 1 et tu es entre la distance du position du gardien, il doit être à 1 à 5 mètres par rapport au ballon. Donc, c'est une situation assez proche. Que tu fasses à 80 et 90, tu peux l'utiliser. Après, c'est logique, hein, de 1,90 occupera toujours plus d'envergure qu'un gardien d'un 80. Mais après, c'est plus l'utilisation, en fait. Moi, que je pense que ce que j'ai remarqué, notamment des images que j'ai vues où il était à Salzbourg, où il avait toujours le réflexe, des fois, de mettre la croix, alors que c'était pas forcément nécessaire. Et des fois, il rattrapait avec des arrêts un peu dingue, un peu peut-être chanceux, mais c'est plutôt savoir quand l'utiliser au final, la croix. C'est pas question de profil ou pas, en fait, au final. Pour moi, c'est savoir quand l'utiliser plutôt, le problème. Puisqu'on est sur la question du style, on a envie d'évoquer forcément le tweet de Lionel Charbonnier qui avait été fait au fin juillet. Alors, forcément, c'était très polémique, entre guillemets, parce qu'en plus, il réagissait sur un exercice un petit peu décontextualisé, c'est-à-dire on ne savait pas finalement ce qui était vraiment demandé à Keun dans cet exercice. Alors, on peut voir notamment, il y a un obstacle qui dévie la trajectoire du ballon, donc on imagine qu'on est davantage sur le travail des réflexes, que sur autre chose, que sur un plan purement technique, j'imagine, en tout cas. Et on voit en fait, alors Charbonnier qui se plaignait, lui, justement, d'une balle remise en jeu. Est-ce que dans le travail au quotidien du gardien, même sur les travails de réflexe, est-ce que justement le gardien doit toujours quand même essayer de dévier le ballon quand même sur un côté le plus loin possible plutôt que de le remettre dans l'axe? Et surtout un gardien qui mettait, alors selon ses termes, 3 jours à se relever de sa position finale pour un ballon renvoyé dans le champ du jeu, ce qui donc laisse potentiellement des opportunités aux attaquants de reprendre et de marquer à la fin. Visiblement, Grégory Coupet, qui était quand même, on parle quand même de 2 gardiens qui ont été quand même des références en France et en Europe, enfin en tout cas surtout Coupet en Europe plutôt, mais Charbonnier est quand même champion du monde, c'est pas n'importe qui non plus. Tu me disais, toi, en préparation de l'émission, Thomas, c'est plus finalement deux visions qui s'affrontent en réalité. Ouais, c'est ça, c'est question. Après, Coupé et Charbonnier, je pense qu'ils ont été formés à l'école française de ces années-là. C'était, tu bloques tout le temps les ballons, hein. De toute façon, vous verrez des images, si vous êtes un peu curieux, du championnat des 90 en Ligue 1. Les gardiens essayaient de maximum de capter. T'avais Bernard Lama, par exemple, qui était vraiment le son du poste. Et je pense que, voilà, ils sont un peu comme entre guillemets l'école française des 90, c'était un peu à cheval sur la prise de balle. Et je rappelle des premiers quand même débats qu'il y avait quand ER commençait à révolutionner le poste. Ils disaient mais non, le danger est toujours en jeu, il capte pas ballon, ses prises de balle sont bizarres. Enfin bref, mais c'est vrai que c'est un style qui est différent. Donc des fois quand on le comprend pas, on dit que c'est nul. Mais c'est juste une question de compréhension pour moi. Mais en plus l'exercice, c'est vrai que tu disais, il y a un peu le contexte, on l'a pas trop. Alors c'est peut-être pour les réflexes et peut-être que l'entraîneur lui demandait juste voilà de travailler par rapport à un réflexe, par rapport à la technique de la croix, par rapport à sa position de départ. Là, je pense pas qu'il lui demandait au final de pas mettre le danger d'écarter le danger, mais plutôt de réagir rapidement. J'imagine que l'exercice c'est plus ça, c'est de réagir rapidement à on va dire voilà, ça peut être les obstacles, ça pourrait représenter un joueur qui compte ton ballon, ça peut être différents paramètres. C'est une question de travailler une situation de match et voilà, c'est
on travaille tes réflexes, parce qu'en match, ça peut arriver, tu fais une frappe, tu as ton coéquipier qui dévie, toi, tu es déjà positionné par rapport à la frappe initiale, mais il y a entre guillemets, un joueur qui va dévier le ballon. Donc, comment toi, tu t'adaptes et comment tu réagis rapidement à ça? C'est plus question de ça, l'exercice, à mon avis. Mais après, c'est vrai que je pense, au lieu de dire que c'est pas terrible, je pense qu'il faudrait mieux plutôt parler avec l'entraîneur des gardiens et lui demander ce qu'il a voulu travailler avant d'avoir son avis au final. C'est mon avis. Mais... Surtout que les exercices qui travaillent sur la remise sur les appuis rapides, on les a déjà vus, quoi. Mais il y a plusieurs tireurs et du coup, avec le même obstacle au sol qui dévie le ballon, le gardien fait l'arrêt, il doit se relever, il a un deuxième tir tout de suite. On les a déjà vus, ces types d'exercices. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas du tout de l'exercice qui est là sur la vidéo, où clairement, comme tu le dis, Thomas, c'est juste il y a une frappe rapide où il doit juste dévier le ballon et c'est pour ça qu'il prend son temps pour se relever. C'est pas ce type d'exercice-là, quoi. Donc, pas que la critique est vraiment utile, en tout cas, des apports. Mais est-ce que justement, peu importe, on va dire, ce que lui demande l'entraîneur à ce moment-là, mais est-ce que le but, c'est quand même pas finalement d'être capable de reproduire au maximum ce qui peut arriver en match, et donc, dans tous les cas, de pouvoir être en mesure de se relever tout de suite, de pouvoir être en mesure d'envoyer le ballon dans une zone moins dangereuse? Si, moi, je pars du principe que l'entraînement spécifique de gardien doit toujours partir des situations de match. À la fin, tu veux des frappes pour te faire plaisir, je veux bien, mais en fait, pour moi, l'entraîneur gardien doit adapter son exo à une situation de match. Par exemple, question des relances, je vais mettre un conscrit qui représente un joueur adverse. Comment je m'oriente, moi, pour après trouver côté libre? D'exercices comme ça, c'est une question de situation de match, c'est comment tu te places dans un espace aussi. C'est aussi, en fait, le poste de gardien de but, c'est des questions de repères. Donc, il y a beaucoup de repères, mais il y a repères visuels. Donc, c'est aussi, le but du jeu, c'est que tu fasses des exos, en fait, pour te mettre en situation de match. Donc, par exemple, une frappe de loin, j'imagine, on va mettre des construits parce que généralement, quand tu fais des frappes de loin, généralement, tu as des défenseurs devant toi. Donc, comment toi, tu te positionnes, comment tu réagis, par exemple, sur une frappe de loin avec des construits, comment tu observes. Pour moi, ton entraînement parle de la situation de match. Mais après, l'exercice, c'est vrai que c'est difficile pour en avis là-dessus, pour revenir sur ta question. Parce qu'il faudrait vraiment que l'entraîneur explique ce qu'il voulait chercher. Peut-être que là, c'était question de réflexe. Et c'est vrai que dans l'idéal, c'est d'écarter le danger, bien sûr, parce que tout gardien doit écarter le danger. Après, tu captes pas le ballon, bah, t'écartes au max sur le côté. Mais pour moi, tu dois toujours partir de la situation de match. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que le entraîneur gardien aurait expliqué l'exercice. Là, on aurait pu avoir une idée, une idée définitive au final. C'est ça. Ouais. Alors après, effectivement, il avait dit, mais je condamne pas le joueur et j'espère qu'il réussira. Donc, bon, il avait essayé un peu de rattraper le truc après. Non, mais c'était une question de je pense. Je pense que voilà, c'était pas mal intentionné en tout cas de sa part, mais c'est vrai que le problème c'était de choisir uniquement cet extrait. Je t'avoue que j'ai un peu fait comme lui. Pour être tout à fait honnête, j'ai fait un peu comme Charbonnier. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit. Voilà, parce que alors après ça c'est une question aussi peut-être de préférence. C'est vrai que moi je suis pas forcément un très grand fan de cette façon de sortir, de gérer le 1 contre 1. En tout cas j'étais plus à des références un peu plus anciennes, l'école française comme tu dirais, où on gérait pas forcément les 1 contre 1 de cette manière-là non plus. Donc c'est vrai que moi je me suis dit bon, ce genre de façon de faire, moi ça me plaît pas beaucoup. C'est vraiment pas le type de gardien que j'apprécie en tout cas. Mais ce qui me tendait à me rassurer, c'était aussi le côté bon sur la ligne de Keun, qui était quand même, par rapport à Nübel, vraiment le jour et la nuit. Tu parlais de ces axes d'amélioration possibles, on va en parler juste avant. Je vais lire un message donc, sur le serveur Discord de Notorious Munegu qui disait que Keun est pour l'instant un bon gardien de Ligue 1, il anticipe bien les actions, il est à l'aise au pied, peut gagner des 1 contre 1, cependant les défauts sont nombreux et limitent son potentiel en Europe, peu d'autorité avec sa défense, très fébrile s'il manque de confiance et capable de boulettes nubéliennes. Alors, il y a 2 points déjà sur justement l'anticipation. Peut-être c'était un des axes d'amélioration, justement. Peu d'autorité avec sa défense, ça m'interpelle. J'ai l'impression que
la communication avec ses défenseurs est pour l'instant plutôt bonne. En tout cas, on sent qu'il y a un vrai... on sent qu'il y a une meilleure communication qu'il y avait avec Nubel et Flo dans nos émissions de débrief en parlait très souvent, qui le trouvait extrêmement imbu et vraiment pas dans la relation avec les défenseurs. Donc c'était... Quoi qu'il en soit, ça ne pouvait qu'être un problème en fait, parce que ça pouvait jamais se régler. Je trouve que dans la communication et dans ce qu'il dégage avec sa défense, il y a quand même quelque chose de plutôt rassurant. Je sais pas ce que t'en penses toi, Thomas. Si peut-être ça se voit peut-être plus dans un match ou dans d'autres situations que des buts. Après, c'est question de leadership à voir, pourquoi pas. Après, la question de communication avec ses défenseurs, je pense qu'il y a la question de la barrière de la langue. Je sais pas comment il communique avec ses défenseurs, parce que je sais pas s'il maîtrise encore le français. Après, j'imagine qu'il doit quand même apprendre d'avoir appris quelques mots de français, entre guillemets, classiques pour un gardien de but, que ce soit laisse ou ça vient ou des choses comme ça. Et puis après, je sais pas comment il communique, parce que Maripane, je sais pas s'il parle français, par exemple, ou les autres défenseurs, il y en a qui parlent français, mais la question de la communication avec ses défenseurs, il y a la question de la barrière de la langue. Après, moi, ce que j'avais trouvé contre le seul match que j'ai vu, en tout cas, de Keun dans un stade, c'était contre Nantes. Oui. Ou peut-être parfois, il manquait un peu peut-être de leadership. Alors, il parlait hein, avec ses défenseurs, etc. Pas de souci. Mais je trouve que par moment, tu vois, le côté un peu, après notamment le deuxième but de Nantes, un peu les bras ballants, tu vois, genre pas là pour dire, allez les gars, on repart, c'est pas grave. Alors, je parle sur cette situation, donc je veux pas refaire une généralité, mais en tout cas, là-dessus, j'ai peut-être laissé un manque de leadership, mais ça ne veut pas pour autant qu'il a pas ce côté leadership. Mais en tout cas, sur ce moment-là, sur ce match-là, j'avais cette impression-là. Après, il communique avec ses coéquipiers, c'est vrai, je suis d'accord. Et par rapport à Nubel, où des fois, tu paraissais très froid, ou c'est très bizarre comment il parlait avec ses défenseurs. Oui. Je suis plutôt d'accord là-dessus. Ok, ouais. Est-ce que tu vois d'autres choses à améliorer, d'autres axes d'amélioration du côté de Keun? Moi, je pense que les sorties aériennes, en tout cas, il sait sortir, on va dire, mais par exemple, le match j'avais discuté avec un ami de m'imposer, Aurélien, qui est supporter de Monaco, je le salue d'ailleurs, notamment le deuxième but de Lorient, où c'est un long ballon quand même, où Keun, je pense que peut-être il peut faire l'effort quand même, s'il est un peu plus haut, de soulager ses défenses. Là, en tout cas, sur cette situation-là, pour moi, en tout cas, en fin de match, quand tu sais que t'es acculé, que tu mènes, etc., peut-être être un peu plus volontaire pour soulager sa défense dans le domaine aérien. Mais je pense en tout cas, ce que j'ai vu. Après, la gestion en profondeur, on en a parlé. Et puis, la question de la prise de décision, au final, c'est vraiment quand agir au bon moment et être sûr de soi, quoi. Mais moi, pour l'instant, je mets ça sur le fait qu'il vient d'arriver en Ligue 1. C'est quand même autre chose que le championnat autrichien, même s'il était à Salzbourg, qui est un gros club en Autriche, mais c'est quand même autre chose où pour l'instant, je mets plus ça sous le côté, il s'intègre dans le championnat, quoi. Il vient d'arriver, et donc, je mets là-dessus pour l'instant. Si on essaie de se projeter un petit peu, est-ce que c'est le bon gardien pour Monaco? Monaco a des ambitions européennes, hein, on le sait, Monaco veut aller chercher la Ligue des Champions, et est-ce que c'est un gardien qui peut progresser suffisamment pour être le gardien dont Monaco a besoin pour s'améliorer, pour être présent au plus haut niveau européen, ou est-ce que tu sens qu'il y a un potentiel qui peut lui permettre d'atteindre ça, ou est-ce que ça risque d'être un peu juste, si tu arrives à voir un petit peu ça chez lui? Moi, je pense quand même il y a quelque chose, c'est pas les arrêts qu'il fait des fois, quand même, c'est pas neutre. Il y a quelque chose à en tirer. À là dire que ça va être un grand gardien européen, pour l'instant, je peux pas le dire. Et tu vois, par exemple, moi, j'ai le souvenir de Subasic quand il était en Ligue 2 avec Monaco. Moi, je me rappelle parce que Nantes et Monaco étaient en Ligue 2 d'ailleurs au même moment, ou l'année où ils montent. Je me rappelle du premier match de Subasic contre Nantes où il avait été catastrophique. Et quelques années plus tard, tu m'aurais dit à ce moment-là, Subasic, il va faire demi-finale de Ligue des Champions, je l'aurais fait jamais de la vie. Mais il l'a fait, et Subasic a été plutôt bon et était décisif quand ils ont été champions Monaco. Donc, Keun, je trouve qu'il y a quelque chose à en tirer, qu'il y a quand même du potentiel. Est-ce que Monaco, c'est quoi ses ambitions? Juste être en qualifié en Coupe d'Europe? C'est quoi? C'est être régulièrement champion de France, battre pour le titre, et en plus être bon Ligue des Champions? C'est quoi aussi exactement le projet pour Monaco? Est-ce que sur la durée, c'est la Ligue des Champions. Après, pour qualifier, j'imagine.
Tu peux, je pense. Après, le titre, bon, si l'occasion se présente, bon, bah voilà, hein, on va pas. mais c'est vrai que si on regarde aussi les dernières saisons, alors, Monaco a échoué à aller en Ligue des Champions, alors pas uniquement à cause de Nubel, mais aussi, il a aussi malheureusement contribué à ça, parce que c'est un gardien qui n'était pas assez décisif. Mais si on revient juste encore un petit peu à l'année d'avant Nubel, il y a une opportunité avec le Monaco de Kovac qui écrase un peu tout. Et finalement, la limite, parce qu'il y a un titre qui revient à Lille, si je dis pas de bêtises, il y a quelque chose pour moi qui fait que Monaco n'a pas pu aller chercher ce titre, c'est son gardien. À l'époque, c'était Benjamin Lecomte. Alors, je sais pas, peut-être qu'avec un meilleur gardien, ça n'aurait quand même pas suffi. Mais bon, il n'y avait pas beaucoup d'écart à la fin. Et je pense qu'il y a un gardien comme Benjamin Lecomte n'était pas le gardien idéal pour être champion de France. Voilà, ça c'est... Bah après, c'est vrai que être gardien pour être champion de France, c'est pas la même situation de match. Donc généralement, si t'es en course pour être champion de France, c'est que ton équipe domine le match. Donc généralement, un gardien va avoir max peut-être 5 interventions à faire et avoir peut-être des fois aucun tir dans le match, mais il y aura une frappe où il va falloir être décisif. Donc c'est pour ça, être un gardien pour être champion de France, c'est un gardien comme ça, qui est décisif même s'il a qu'une chose à faire dans le match au final. C'est vrai que tu parlais de Lecomte, c'est vrai que bon, tu vois, à Montpellier, il s'y cadre plus parce que c'est pas forcément le même contexte. Là, il est entre guillemets plus sollicité. C'est un gardien qui se met assez rapidement en confiance quand il fait beaucoup d'arrêts. C'est vrai que quand il y a quelque chose à faire, bah, des fois, bon, on a vu ses limites, même si moi, j'étais un grand partisan quand même de Benjamin Lecomte pour qu'il signe à Monaco. Et j'avoue, j'étais assez déçu quand même, de pas l'avoir vu passer le cut, quand même. C'est ça, oui. Finalement, c'est vrai. C'était un plafond qu'il a pas pu. C'est ça, ouais. C'est un peu son plafond de verre au final, quoi. Il pouvait pas aller au-dessus, quoi. Et Kun, est-ce qu'il a un plafond de verre ou pas? J'avoue que là, je peux pas dire pour l'instant, mais moi, j'estime qu'il y a du potentiel quand même, parce que certes, il est pas explosif, mais quand même, sa gestion d'un contre 1, c'est quand même pas mal. Sur sa ligne, il est capable de faire des beaux arrêts, même s'il manque d'explosivité. Son jeu au pied, quand même, est très intéressant. C'est un gardien, c'est vrai que maintenant, on demande de plus en plus au gardien d'être le premier relanceur de son équipe, d'être intégré au circuit de relance. Donc, il a son rôle à jouer. Et il a quand même des points forts. Et il perd pas de rien. Après, il faut savoir exploiter son potentiel. Mais là, c'est aussi question d'expression collective. J'imagine que si Monaco continue sur sa lancée, il va peut-être progresser plus rapidement parce qu'il va être en confiance, parce que mentalement, ton équipe marche, donc toi, tu te sens mieux aussi. Donc, si le contexte collectif est positif, sa progression peut s'accélérer. Donc, à voir. C'est vrai que on s'en est rendu compte au final par rapport aux dernières années, Pat, qu'on avait vécu entre Jardim, Moreno, Henry et Kovac ensuite. On s'est rendu compte en fait à quel point le contexte, quand il était sain, pouvait aussi grandement influer sur la performance. Oui, c'est pas valable uniquement pour le poste de gardien, c'est valable pour tous les joueurs. Oui, il y a des joueurs qu'on voulait absolument plus voir, et puis qui, dans un bon environnement, dans un bon collectif, qui d'un seul coup se révèlent être finalement des pas si mauvais joueurs. Maintenant, c'est vrai que là où il sera attendu, c'est que tu parlais justement, Thomas, d'une équipe qui est lancée, qui domine son sujet, mais pas tant sur le plan défensif. C'est une des préoccupations du Tueur quand même, de s'améliorer sur l'aspect défensif. Monaco n'a que 2 clean sheets cette saison. C'était contre Strasbourg et contre Lens. Sur 8 matchs. Bon, alors, en termes de pourcentage, c'est pas non plus infamant, mais c'est surtout que Monaco, par contre, prend beaucoup de buts. Et ça, c'est encore un vrai problème. Et là, il y a encore ce manque de décision de la part du gardien, pas uniquement, mais en tout cas en partie, quoi. Ouais, c'est question il n'est pas encore décisif, mais aussi, en tout cas, sur les buts de Monaco, c'est beaucoup des transitions offensives pour l'équipe adverse, ou c'est des situations où tu es en infériorité numérique quand même. Donc j'imagine que, on va dire, Kun, c'est une question d'animation défensive au final pour moi, c'est pas que Kun au final. Et on parlait de ce plafond justement, de savoir s'il avait les capacités à aller très haut. À quel point, c'est l'occasion d'aborder la dernière partie un peu de ce focus sur Kun,
à quel point l'entraîneur des gardiens peut aussi contribuer à cet essor, à cette progression. On imagine que l'importance, elle est grande. Un bon entraîneur de gardien peut faire, j'ai l'impression en tout cas, passer un joueur dans une autre dimension. Ouais, bah en fait, c'est l'entraîneur gardien, c'est comme on dit, c'est un entraîneur gardien, donc il a ce côté entraîneur, donc tu l'as tous les jours et tout, mais contrairement à l'entraîneur principal, il n'a pas la question d'autorité. Parce qu'au final, généralement, l'entraîneur gardien, il va s'occuper de ses gardiens, mais c'est pas lui qui va décider qui est numéro 1, qui est numéro 2, qui est numéro 3. Généralement, la décision finale appartient au coach principal. Donc il y a ce côté un peu, il y a une relation de confiance quand même que tu as avec ton entraîneur des gardiens. C'est de l'affection, c'est entre guillemets un peu ton enfant. Au final, tes gardiens, c'est voilà. On parle souvent de conférer des gardiens de but. Les gardiens dans un effectif professionnel, généralement, c'est une petite famille. Généralement, ils sont pas loin dans le vestiaire, ça parle souvent, quand t'es très souvent ensemble. Donc c'est vrai que ton entraîneur gardien joue beaucoup sur ta confiance. Après, tu as les questions de qualité technique, hein, savoir si l'entraîneur gardien sait faire progresser son gardien. Est-ce que voilà, il peut lui faire progresser sur la contre-1, sur sa prise de décision. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Oui, il y a des entraîneurs gardiens qui sont bons. Hein. Tu vois, moi, je pense à un mec comme Christophe Lolichon qui à Chelsea a comment dire, eu des très bons gardiens, mais aussi en tout cas les a fait progresser. Hein. Tu vois, Petr Cech, déjà rien que Cech. C'est plutôt pas mal sur un CV, t'as eu Courtois aussi, donc oui, l'entraîneur gardien est important dans la progression du gardien. Mais après, pour être encore un peu plus meilleur, si tu veux, si je peux dire, c'est que pour moi, l'entraîneur gardien doit être un peu intégré au processus avec l'entraîneur principal. Je m'explique. Notamment, on parlait du rôle du gardien de but qui va être très important sur les questions des relances, etc. Pour moi, les circuits de relance, comme c'est souvent le gardien de but, ça part du gardien de but. Ok, l'entraîneur doit avoir son mot à dire, mais pour moi, l'entraîneur des gardiens a son mot à dire, si tu veux. Il a quelque chose, il a un regard qui est différent de la perspective de gardien de but. Ton gardien, c'est ta première relance, c'est ton premier joueur qui touche le ballon. Donc pour moi, il doit être intégré au processus, en tout cas sur des phases de jeu. Voilà, c'est ton circuit de relance. Par exemple, je sais qu'en Espagne, ça se fait pas mal, notamment chez les filles. J'en ai déjà discuté avec des gardiennes espagnoles qui me disaient qu'en fait, quand on travaille circuit de relance, c'est pas l'entraîneur principal qui gère, mais c'est l'entraîneur gardien qui dit, toi, ton 4 et 5, tu dois être là, parce que plus pour mon gardien, pour qu'il puisse s'orienter, c'est plus facile. Enfin bref, je pense qu'aussi, si tactiquement, en tout cas, tu veux que ton gardien ait un rôle prépondérant, ce que j'ai l'impression, ce que souhaite quand même Euter, en tout cas dans le jeu de relance, l'entraîneur gardien doit avoir une part importante, en tout cas, pour participer à ce processus. Alors ça, c'est en plus très intéressant que tu évoques cette corrélation entre l'entraîneur du gardien, le circuit de relance et aussi des idées de jeu qui sont portées par l'entraîneur principal, parce que notre entraîneur actuel, Frédéric de Bouver, et l'ancien entraîneur des gardiens qui est arrivé avec avec Clément, pardon. Avec Clément, ouais. Avec Clément. Donc c'est vrai que là, ça pose un petit peu question, parce qu'effectivement, quand on apprend que Philippe Clément est licencié, bah, on s'attend à ce qu'il parte avec tout le monde, avec tous ceux qui sont arrivés avec lui, et au final, on apprend que Frédéric de Bouver est encore au club, que son cas n'est pas encore réglé, mais que il va peut-être rester en attendant qu'on trouve quelqu'un. Et en fait, au final, pas du tout. C'est lui qui est choisi. Euter arrive sans personne à ce poste, et c'est lui qui continue. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Parce que surtout qu'il n'y a aucune continuité avec les gardiens. C'est pas nos gardiens qui auraient pu demander à ce qu'ils restent, parce que du coup, tu as Madjeki et tu as Akun qui ne connaissent pas. Quoi. C'est ça, il y avait alors Majewski l'a eu sur les 6 mois quand Clément arrive, puisqu'il était en tant que numéro 2, même numéro 3 d'ailleurs. Mais voilà, c'est vrai que du coup, on a un entraîneur de gardien qui est le même qu'avec l'ancien coach. Et alors, parce que pourquoi cette question sur l'entraîneur des gardiens, c'est parce qu'en fait, dans les critiques qu'on a pu lire aussi sur Keun, beaucoup se sont dit il n'y aurait pas un problème d'entraîneur des gardiens. Parce que ça fait des années que les gardiens à Monaco ça fonctionne pas, il y a 2 ans de Nubel,
Ça, après, c'est peut-être le joueur aussi. Le compte, ça fonctionnait pas. On sortait de Subasic, Benaglio qui était complètement éteint. Mais c'était pas encore le même entraîneur, en fait. Celui qui est en place actuellement, ça fait seulement 1 an et demi qu'il est là, quoi. Un peu plus d'1 an et demi. Donc ça peut pas être une question de compétences. Enfin, ça pourrait être si jamais on voit que... alors, Nubel n'a pas progressé, mais si jamais on voit que ne progresse pas, alors peut-être on pourra se poser la question, mais les années précédentes, en tout cas, ça n'a rien à voir avec l'entraîneur des gardiens, puisque c'était pas le même. Tu parlais d'ailleurs de relations affectives, effectivement, la relation Subasic à Mitrano a peut-être permis à Subasic d'être un meilleur gardien que ce à quoi on aurait pu s'attendre, en tout cas, ou si dans un autre club il n'avait pas trouvé cette alchimie-là avec son coach, il aurait peut-être pas pu aller aussi haut. Ça, c'est aussi un élément de réponse. Mais effectivement, voilà, c'est certain qu'avec l'entraîneur actuel, on pourrait peut-être se poser la question, ce sera intéressant de voir s'il y a une vraie progression de Keun en fin de saison, pour savoir un petit peu si notre entraîneur actuel des gardiens est aussi l'homme de la situation ou s'il ne faudra pas aller en chercher un autre ailleurs. Après, j'imagine que pour l'avoir gardé, j'imagine que Adi Hutter a dû avoir une discussion avec lui, je pense, hein, quand même, parce que Adi Hutter est venu avec plusieurs personnes, plusieurs adjoints, j'imagine. Il n'est pas venu tout seul. Donc, il a dû avoir une discussion avec l'entraîneur des gardiens pour pouvoir le garder parce que ça correspondait en tout cas à ce qu'il voulait. Lui, ses gardiens, il les veut comme ça. Donc, j'imagine qu'il y a eu une discussion. Autrement, je comprends pas pourquoi qu'il soit resté. Si tu partages pas le même avis sur les gardiens de but, je pense qu'il y a eu une discussion. Et puis en plus, comme vous le disiez, il y a plus Nubel, etc. Donc c'est pas un choix des gardiens non plus. Keun ne connaissait pas, donc. C'est vrai. Et puis Majewski, dont parlait Patrice, c'est vrai qu'on s'attendait absolument pas à ce qu'il reste, parce que lui, il était hors de question pour lui de rester en tant que doublure l'an dernier. Je voyais difficilement pourquoi ça aurait changé cette année en fin de compte. Il s'avère qu'il est resté. Moi, j'imagine qu'on a dû lui dire fin de contrat la saison prochaine, on te laissera partir libre et tu iras où tu veux. Donc peut-être quelque chose comme ça, ou dans 6 mois, en janvier, il pourra peut-être signer pour le club de son choix, j'imagine. Donc peut-être une compensation à ce niveau-là, mais ça c'est encore autre chose. Mais oui, puis l'entraîneur, le troisième gardien, Liénard, qui a 20 ans, bon, je pense pas que ce soit lui qui pèse énormément dans la décision. Non. Il stay et progresse. C'est ça, le troisième gardien, c'est ça généralement si t'es jeune en plus. Voilà, tu t'es, tu progresses. Hein, t'as rien à dire. Alors, pour dériver justement, alors ça c'est vraiment à part, hein, mais c'est pas sûr mais justement un garçon comme Liénard, est-ce qu'il progresse vraiment? Ça fait 2 ans qu'il est dans cette position de troisième gardien, il joue pas un match. Ça va être compliqué de progresser, je pense. Après, ça dépend ce que veut Monaco de lui aussi. Est-ce que Monaco compte sur lui ou pas? Il comptait sur lui, j'imagine qu'il aurait été déjà prêté, ou il serait prêté. Après, c'est ce que. Ouais. Généralement, quand un gardien qui le reste. Totalement, on laisse jouer comme les matchs groupe élite qu'on joue à domicile. Ouais, mais il a joué 3 matchs. Genre, on le bloque pas non plus complètement, il continue quand même à progresser. Ouais, mais c'est quand même pas pareil. Si tu comptes sur lui, tu vois, les jeunes gardiens, faut mieux les prêter, même en national, tu vois. Il y a on a bien avec Clichy, hein. C'est comme ça qu'il éclate, hein. C'est parce qu'on le prête une saison. Voilà, quand tu joues avec entre guillemets des adultes, hein, c'est quand même tu progresses plus facilement, et même dans un vestiaire, c'est comment tu te comportes. Ok, t'es petit jeune, mais tu côtoies des mecs qui ont 30, 20, 25 ans dans une division inférieure, qui ont plus la niaque aussi. Ça t'apprend aussi le côté professionnel, et des fois c'est pas forcément c'est plus facile de progresser qu'on même dans l'adversité. Et pour moi, c'est quand même après on vient à la gestion des jeunes, mais pour moi les gardiens c'est encore plus important, parce que le gardien qui pendant 2 ans fait que des spécifiques, quand t'as 38 ans, 40 ans, t'as fini ta carrière et que tu vas être tranquille, et voilà, genre Le Tellier au PSG par exemple, je pense que là il vit sa meilleure vie. Le gars il est au PSG, il est bien payé, il gagne des titres sans jouer grand chose, beaucoup de matchs. Là je suis comprends totalement. C'est vrai qu'après quand t'as 20 ans, si ça te satisfait, tant mieux pour toi, mais j'imagine qu'il a envie de jouer quand même, de pas rester tout le temps sur le banc. Donc, oui, et puis surtout qu'il était en équipe de France jeune, donc bon, il est quand même dans les radars de la Fédé, d'une certaine manière, même si c'était pas forcément le titulaire, mais il a fait 19, U20. Donc c'est vrai que sortir un peu des radars, si tu joues pas, c'est un peu dommage quoi, pour toi, pour ta carrière. Oui, puis t'as pas en national, souvent, en plus les clubs en national aiment bien prendre des gardiens en prêt parce que
généralement, tu peux t'en vendre en plus, comme c'est souvent des jeunes gardiens, le salaire est pas trop élevé, donc tu le prends pas, tu le prends à 100%, donc c'est plus facile pour un club de national notamment de prendre un jeune gardien, de le payer au salaire qu'un gardien, voilà, un peu plus confirmé. Donc c'est vrai que tu as des opportunités, mais après, bon, c'est vraiment à voir ce que Monaco veut de lui aussi. Je sais pas combien de contrats il lui reste. Est-ce que Monaco compte sur lui? Ça, j'avoue, je sais pas du tout. Donc Il est en c'est vrai que s'il est 25. toujours prêté depuis 2 ans, ouais, c'est peut-être qu'il joue quand même avant, quand même. Parce qu'on peut voir, c'est qu'on n'a pas cherché à le mettre de côté quand Olmeta a poussé pour pouvoir avoir un peu plus de place au club. On l'a laissé partir. Après, le méta, c'est encore autre chose. Ouais, mais bon, Parce que, bon, son souhait pour prolonger avec le club, c'était justement qu'on puisse lui faire de la place et qu'il puisse être le gardien titulaire, ne serait-ce que du groupe élite. Ouais, après, Chose que le club n'a pas. Après, je ne sais pas non plus le niveau que peut avoir Olmeta, s'il est vraiment si prometteur que ça. Il y a le paternel aussi, il faut faire attention. Oui, ouais, je pense bien aussi. Ouais, non, mais après, là, pour l'instant, il joue pas du tout avec Lille. Enfin, il est même pas dans le 3e gardien avec Lille. Hein. Ah bah non, la preuve, ils ont même 5e. recruté Manonnet. Mais oui, non, c'est... Olmeta, moi, je pense qu'on a beaucoup poussé un peu pour lui. En tout cas, il s'est révélé avec un bon potentiel, mais le club, je pense, a aussi beaucoup poussé, l'a pas mal mis en avant parce que il y a le nom aussi, je pense, qui est intéressant. C'était pas forcément le meilleur gardien des jeunes à l'académie, même si, encore une fois, il a bien progressé. Il a aussi capitalisé sur l'Euro 2017 qui gagne surtout, oui, en faisant de belles perfs, il faut le dire. Mais c'est marrant parce qu'en plus, tu sais derrière qui il était en plus à ce moment-là? Non. Guillaume Rest. Le gardien de Toulouse. Voilà, ça te dit rien. Ah oui, voilà. D'accord. Oui. Parce qu'en fait, c'est un adulte, beaucoup plus grand. Parce qu'en fait, il s'est pété avant l'Euro, enfin un peu quelques mois avant. Et donc, en fait, c'est Olmeta qui était 2e normalement, qui est passé titulaire du coup. Ça, c'est pour la petite anecdote. Et t'en as un qui aujourd'hui fait des super performances avec Toulouse, comme quoi. Ah oui. Ouais. Donc voilà. En tout cas, Thomas, merci beaucoup pour tous ces éclairages sur Philippe Keun. Nous, évidemment, on espère que ce soit une bonne pioche pour Monaco. J'espère pour vous aussi, hein, les gars, si vous voulez le titre ou la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais parce qu'il y a des partisans d'Alban Lafont quand même dans la communauté. je tiens à te le dire. Ah ouais. Après, j'en connais. C'est la même chose que Lecomte, c'est pas un gardien David pour jouer le titre. Après Lafont, n'attendez pas le même jeu au pied que Keun quand même. C'est vrai qu'il a un défaut là-dessus quand même. Et puis Lafont déjà qui commence à se remettre de sa blessure, puis on verra avec Nantes là. Ouais. Bon, je trouve pour moi c'est un gardien qui a complètement plafonné, donc après. C'est vrai que c'est un gardien au niveau de Lecomte, du même style que Lecomte, qui est plus fait pour des clubs qui vont jouer. Où ils vont beaucoup subir, où il va pouvoir se mettre énormément en avant, et pas fait pour être un gardien qui joue les premiers rôles où il a 3 arrêts à faire. Tu l'as dit façon pour le compte, mais pour moi, c'est le même style. Avec plus de talent. Oui. Après, moi, je pense que tu vas à fond. Il a vraiment plus, pour la suivi l'année dernière, quand il n'a pas été après la première liste post-Coupe du Monde, où il se voyait numéro 3, il a complètement plongé psychologiquement et tu le reconnaissais pas du tout. Donc, je pense qu'il a pris vraiment un gros coup sur la carafe et qu'en plus, collectivement, la fin de saison était assez catastrophique pour Nantes. Donc, en plus, à la finale Coupe de France, c'était pas terrible. Enfin, voilà. Mais j'avoue que pour moi aussi, il y a un petit plafond quand même pour Lafont, malheureusement. Mais pour moi, il faut qu'il parte de Nantes pour qu'il se confronte quand même, qu'il se mette en difficulté. Pour moi, il est trop dans le confort pour l'instant. Mais voilà. Il l'a déjà fait avec la Fiorentina, non? Ouais, mais il était peut-être trop jeune à ce moment-là. Là, il a plus de maturité. Je pense que c'est peut-être le bon moment. Ouais, peut-être la maturité pour un gardien vient aussi un peu plus tard qu'un joueur de champ. Ah oui, tout à fait. Hein. Tout le monde n'est pas Lucas Chevalier ou Guillaume Rest. Hein, où vraiment, t'as l'impression que les mecs sont déjà matures. Hein. C'est vrai que les gardiens demandent plus de temps. Hein. Ouais. En tout cas, d'ailleurs, la sélection, on verra si pour Philippe Keun, si ça se présentera un jour. Il y a de la concurrence. Il y a du monde. En Suisse, il y a du monde. Là, déjà, Kobel, quand tu as le meilleur gardien du championnat d'Allemagne qui est pas titulaire parce qu'il y a Sommer, ça dit le niveau, quoi. Voilà, quand même. Et du coup, il était quand même à la Coupe du Monde. Hein. Je sais pas, ils avaient 5 gardiens. Ouais, parce qu'il y avait beaucoup de blessés, ils avaient eu des problèmes. Enfin, Sommer était incertain, Mbogo l'a pas fait. Enfin,
voilà, c'était un beau bazar. Ouais. Mais voilà, du coup, en tout cas, on espère que son niveau de performance va s'élever un petit peu pour remonter aussi sur les radars de la Fédé, hein, pour pouvoir essayer sans doute de prendre une place, peut-être même de 3e gardien dans les listes. Mais voilà, aussi, c'est vrai que les notes, je pense aux notes de l'équipe là d'un coup, c'est vrai que là aussi, il va peut-être falloir s'élever parce que je crois que c'est le. Oui, je pense. Pat, toi, tu as les moyennes, je crois, mais. C'est le dernier, 18e. C'est le dernier, voilà. Bon, bah voilà. Moi, Est-ce que Alexander Nubel a été dernier dans les classements de l'équipe? Je suis pas sûr. Non, il était très bas, mais il était pas dernier. Donc il y a encore du chemin. Il y a encore du travail pour Philippe Keun. Bah, en tout cas, merci Thomas pour nous avoir éclairé sur le poste de gardien, ses spécificités et aussi sur les axes d'amélioration de Philippe Keun. Et puis, bien sûr. Merci les gars pour l'invitation. Et en longue vie à main opposée, du coup. Merci. Qu'on espère peut-être un jour retrouver. Peut-être on fera un petit bilan et puis à ce moment-là, si ça s'est bien passé ou pas. On verra si on a raison ou pas. Voilà. Bah, merci Thomas. Alors, merci les gars et puis bonne saison en tout cas avec Monaco. Hein. Merci à toi. Merci. Pareil pour Nantes. Bon courage. Bon, ça va le faire. Salut les gars. Salut. Alors Pat, du coup, nous, on va enchaîner avec notre deuxième partie sur la défense. À Metz, on va essayer de faire une petite preview un peu sur Monaco-Metz. Alors je vois, attends, s'il n'y a pas des petites réactions. Alors dans le chat, je suis désolé, visiblement, avec l'affiliation, j'ai dû cocher un mauvais truc. Visiblement, il faut payer pour commenter. Donc écoutez, envoyez l'argent, hein. Non, c'est un réglage qu'il faudra modifier, mais moi ce que je voulais juste c'était de mettre le chat réservé aux followers, parce que je crois que voilà, c'est vrai que tu peux le faire, mais voilà, faut follow, pas forcément s'abonner. Faut mettre un abonnement pour pouvoir. Ouais, je me suis planté. Il y a en tout cas, du coup, ce que je lis aussi un peu les réactions. Génier champion sur notre serveur Discord. Il y a des choses qui vont s'améliorer. L'autorité, ça va s'améliorer avec la confiance qui s'installe, la fébrilité avec les matchs et la synergie avec ses défenseurs, la concentration avec de l'entraînement. C'est un truc qu'il faut travailler dans la vie de tous les jours, mais ça se fait. Voilà. Bon, message plutôt positif à l'encontre de Philippe Keun. Donc évidemment, on va espérer aussi que ça fonctionne avec Monaco. Alors, on veut pas évidemment être définitif, hein, dans notre avis sur Philippe Keun, hein, parce que c'est un gardien, on a envie que ça marche, tout simplement, Pat. On a envie que ça fonctionne. Ah, oui. Comme on le disait, hein, il y avait des grosses attentes. On espérait beaucoup de la part de ce gardien, du remplaçant de Nubel, quel qu'il soit, d'une manière générale, de toute façon. Donc voilà, on va espérer que ça fonctionne pour lui comme pour nous. Allez, on enchaîne du coup. Voilà, les caméras sont réglées. On enchaîne avec la deuxième partie. Ouais, c'était pour la transition. Quelle défense contre Metz, Pat? Parce que évidemment, il va falloir bricoler. Alors, j'ai envie de rappeler au dernier débrief cette petite prémonition presque que j'avais fait en disant attention, il n'y aura pas Magassa, pas Zakaria qui seront suspendus. Il faudrait pas que Maripane se pète pendant la trêve. T'étais obligé de le dire. Oui. Je fais comme toi, je me répète. J'ai pas fait de tweet, t'as vu? J'ai été. Il n'y a pas besoin, c'est enregistré, c'est en vidéo et tout. Donc, non, c'est vrai. Mais voilà, alors, du coup, les absences, on y est. Maripane s'est pété, entorse de la cheville gauche pour lui face au Pérou, donc juste avant la mi-temps. Il est sorti pendant la pause, du coup, alors que ils étaient dans le temps additionnel avec le Chili. Il a été renvoyé. Guillermo Maripane a été renvoyé, libéré plutôt, par le Chili, et donc n'a pas joué le dernier match contre le Venezuela. Heureusement, tant mieux, quelque part. Parce que si il était middle et que on l'avait quand même fait jouer, ce qui avait été évoqué par des médias chiliens qui jouent avec un bandage, j'aurais trouvé que c'était une très mauvaise idée, personnellement. On aurait pu dire que la blessure n'était pas si grave que ça et que le premier diagnostic était un peu
un peu faux, quoi. Après, faut voir. Je pense pas que lui non plus, il aurait voulu prendre, surtout que c'est pas un match non plus à 3 en jeu. Je pense pas non plus qu'il avait besoin. C'est un match à enjeu quand même. Oui, bon, de qualification, d'accord, mais c'est pas non plus un match où il faut qu'il joue. Genre, on n'est pas sur un quart de finale de la Copa, quoi. On est sur un match de qualification, même si c'est important pour eux. Je pense pas qu'il y avait une nécessité absolue pour lui de jouer un match comme ça alors qu'il est en cours de saison. Derrière, il a des objectifs avec le club. Bon, après, c'est vrai que pour les Chinois, c'est vrai que la sélection, c'est quand même assez particulier. Ils sont prêts à mourir sur le terrain pour ça. Oui, et puis ils sont pas dans une situation facile. D'ailleurs, derrière, contre le Venezuela, ils ont pris une petite branlée. Petite 3-0, je crois. Donc, il n'y a pas Maripane. Ça change tout. Et c'est en tout cas, voilà, ils sont dans une situation délicate, donc ça a quand même des matchs qui sont très très importants. Ils sont loin d'être favoris, hein, en tout cas pour... favoris, ils le sont pas, mais en tout cas d'être favoris dans une course à la qualification. Donc chaque match est vraiment un gros enjeu. Donc Maripane, on a regardé un petit peu là, les photos qui sont parues sur le site. On l'a pas vu sur les photos de séance d'entraînement de mercredi. De mardi, je sais plus. Donc, a priori, ça pue un peu, quand même. Comme tu disais, que tu avais vu, du coup, Golovin, par contre, sur les photos. Lui aussi est à un retour de sélection parce qu'il était blessé en match. Donc, voilà. Ouais, il a été, lui aussi, pareil, libéré assez tôt. Du coup, comment aborder cette rencontre défensivement face à Metz ? Alors... Metz, ce sera pas forcément l'opposition la plus difficile de cette saison. Maintenant, on va quand même faire attention, évidemment, mais c'est vrai qu'on n'a pas donc Magassa qui ne pourra pas jouer axial gauche, on n'aura pas potentiellement Maripane, et on n'aura pas Zakaria qui était un petit peu le remplaçant de Maripane en défense centrale quand Hutter estimait qu'il avait besoin d'un joueur capable de mieux gérer la profondeur que ne le faisait Maripane. Ce qui nous laisse dans les forces en présence aujourd'hui, pour 3 postes, Singo et Matsima. Singo qui n'est pas vraiment la centrale en fait. Mais qui, en tout cas, si on reste dans le système à 3, derrière, qui en tout cas occupe cette position d'axial droit depuis le début de la saison, et ça se passe très bien. Que Sidibé avec Villar ont aussi joué ce poste-là. C'est pas des centraux non plus. Quoi. Non, c'est vrai. C'est curieux de savoir si Singo peut vraiment jouer défenseur central dans une défense à 2, quoi, qui est quand même plus particulier qu'une défense à 3. Alors du coup, oui, c'est la question. Est-ce qu'il faut oser la défense à 4 ? Donc avec classique, déjà... 2 défenseurs centraux, un latéral droit, un latéral gauche. Merci monsieur dame. Est-ce qu'il faut oser cette configuration-là pour le match contre Metz ? Déjà qu'on a du mal à en trouver 2, alors s'il faut en trouver 3. Je veux dire, les solutions, elles sont pas compliquées. D'ailleurs, c'est Oku ou Valmé. Et tout ce qui reste, de toute façon, après... Oku, il faut qu'il reste. Non, il est sur le départ. Mais Valmé, qui est très jeune, qui est encore très tendre, à mon sens, qui n'a pas forcément montré en préparation qu'il avait le niveau pour ça, pour être lancé là dans le grand bain. Ou alors, est-ce qu'une option pourrait être Fofana, redescendre d'un cran ? C'est ce que je pensais. Sinon, c'est faire redescendre un joueur du méta. Mais là... Il n'y a que le coach quasiment qui peut à peu près imaginer et voir par rapport aux entraînements si un de nos milieux, que ce soit Matazo, Fofana, Camara, qui serait en capacité de jouer au poste de défense centrale. Mais j'ai plus l'impression que Fofana est plus offensif que les 2 autres. Parce que ce que je me dis, c'est est-ce que finalement c'est pas... c'est pas moins pire d'avoir 3 défenseurs centraux, dont un dont c'est pas vraiment le poste, à savoir par exemple un Fofana qu'on ferait descendre, plutôt que d'avoir seulement 2 joueurs, dont 2 qui soit ne se connaissent pas, soit comme tu disais un Singo, c'est sûr qu'ils n'auront pas la suite de jouer ça. Pur défenseur central. Ça peut faire peut-être bizarre de le voir comme ça, même si encore une fois il rappelle qu'il avait été formé comme ça en Côte d'Ivoire. Après, si j'ai le choix, moi, entre faire jouer Matsima Singo en défense centrale ou faire un Matsima Camara Singo, par exemple, je préfère clairement la deuxième option. C'est avoir un Camara, du coup, qui va faire une sorte de piston entre la défense et le milieu remonté. Tu mettrais Camara, toi ?
Bah, je trouve qu'il est beaucoup plus défensif qu'un Fofana ou peut-être même Oui, qu'un mais Matazo qu'on a vu. est-ce que pour autant, dans le genre un peu libéraux, on va dire, dans une Ah, défense à qui 3, est-ce qu'un Fofana serait peut-être sait pas plus à toucher l'aise, notamment qui sait avec toucher le le ballon et ballon? le remonter, tu veux dire. Mm. C'est vrai. Sachant que si tu mets au milieu C'est vrai de qu'on joue terrain, contre Metz, et donc on a plus besoin d'un joueur qui porte le ballon, qui joue et qui est rapide après sur les contre-attaques que peut-être. vraiment d'un mec pur défenseur central qui va être là pour bloquer, quoi. Parce que en plus, si tu as besoin d'un joueur offensif enfin, d'un milieu de terrain qui puisse essayer de se projeter un peu plus vers l'avant, on aurait soit Matazo, soit Diop, qui ont ce profil aussi d'être capable d'aller vers l'avant. Matazo, alors Matazo, je sais qu'on peut avoir des réserves sur lui, mais en tout cas, on le voit en Belgique, il est beaucoup plus offensif que ce qu'il fait à Monaco. Donc peut-être une question de consigne au final qui fait que jusqu'à présent il a toujours été très un peu en retrait, un peu derrière sur le terrain, mais en Belgique on lui donne un peu plus d'occasion de se mettre en valeur et de porter un peu plus le ballon. Il a été aligné comme meneur de jeu sur le dernier match des Espoirs, carrément. Donc, Mais c'est pas sous. Quand il fait ses débuts, c'est sous Henry, c'est ça, non, Matazo? non, c'est avec Kovac. C'est avec Kovac. Ouais. J'ai souvenir qu'il y a ses premiers matchs, il ne jouait pas justement en offense. J'ai souvenir de matchs où il jouait très très haut sur le terrain à ce tout début. Bon, peut-être, j'avoue, je me rappelle pas forcément. Mais c'est vrai qu'après on l'a beaucoup plus utilisé dans le milieu à deux. Mais voilà, peut-être ça peut être une piste. Et alors, tu parlais de... si on part sur la défense à 4, si on a Singo qu'on place en défenseur central, qui en met à droite? J'ai tout le problème de la défense à deux. Déjà, on va devoir bricoler pour avoir nos deux défenseurs centraux, mais du coup, on va aussi bricoler pour avoir nos latéraux. Parce que du coup, on a Jacobs qui est pas vraiment un défenseur pour nous. Bon, ouais, mais bon, à latéral gauche. Et l'autre côté, ça nous laisse du coup, plus que Diatta. Et Diatta, latéral gauche. Voilà, déjà me faire jouer Piston, je trouve que c'est pas son rôle. Mais encore que Piston, il a fait un bon match quand même contre Reims. Parce que, bon, a priori, on ne sait pas si Vanderson sera remis, mais visiblement, il sera un peu juste. Mais clairement, voilà, si on part sur un système en 3-4-2-1 ou 3-4-1-2, bah c'est vrai qu'on aura quand même Diatta en piston droit et on aura quand même Singo, donc on aura une défense qui, par rapport au match précédent, ne bougera pas sur cet axe-là. Après, si on part sur une défense à 4, j'imagine beaucoup moins Diatta pur latéral droit, alors que j'imagine beaucoup mieux Jacobs pur latéral gauche. Fait intéressant quand même sur la trêve internationale, c'est que Diatta a joué à ce poste de latéral droit quand même avec le Sénégal. Donc peut-être dans une défense à 4. Dans une défense à 4, ouais. Comme Singo, latéral droit dans une défense à 4 aussi. Et avec Jacobs de l'autre côté. Avec Jacobs de l'autre côté. Donc il y a quand même des éléments qui me font dire que les sélectionneurs ont permis de préparer peut-être un petit peu les Monégasques à leur retour en principauté. C'est vrai qu'on joue Metz, ils sont sur 3 défaites consécutives, ils n'ont pas planté un but en 3 matchs. Ouais, pas pour rencontrer notre équipe, parce que là, c'est du bricolage. Oh là là. Ah oui, non, c'est terrible, c'est terrible. Ah là, c'est vraiment l'enchaînement qu'il ne faut pas, où on a vraiment des blessures qui sont toutes au même secteur, quoi. Et à côté de ça, tu as une avalanche de joueurs qui sont très grosses formes au poste devant. Ouais. Parce que ce qui est aussi intéressant, alors, faire une défense à 4, c'est une chose, mais après, c'est vrai que toute l'animation est complètement différente. Après, est-ce que... Alors, j'aurais tendance à dire peut-être un 4-2-3-1, parce qu'un 4-4-2... avec 2 joueurs de côté, je vois pas trop. Ça refait jouer avec Kilouche et Minamino sur le côté. Kilouche ou Golovin. Minamino, on a... Golovin, s'il est apte. Donc, mais on sait bien que Golovin, c'est quand même moins bon quand il est sur le milieu gauche et quand il est là, comme il est actuellement. Ouais, mais sur un côté, c'est quand même mieux que ce qu'on a vu. Enfin, ça reste quand même le joueur le plus convaincant sur un côté,
par rapport à Minamino et Ah, Aklush. oui, Voilà. bien sûr. Parce que eux, c'est vraiment des joueurs où Dax, où on voit que. Alors, Aklush. Et comme Ben Seguir aussi. Aklush, c'est Ben Seguir, intéressant. Par on l'a contre, vu sur les côtés, c'est moi. c'est moins bien, mais il a quand même la capacité un peu plus d'élimination, de vitesse, que apparemment Hutter a quand même salué. Par contre, Aklush, ce qui est intéressant, c'est qu'il a joué même relayeur avec Henry chez les Espoirs. Relayeur gauche, dans un 4-3-3. Des solutions. En haut, pas en bas, malheureusement. Alors, je sais En haut, pas, on est-ce a- qu'on pourrait imaginer un 4-3-3 ? Mais bon, ça me semble un peu tiré par les cheveux quand même. Et j'avoue, je suis vraiment curieux de savoir. Je sais pas si on aura des éléments de réponse avec la conférence de presse. Je pense que non. À mon avis, il ne va pas non plus donner d'éléments parce que je pense que sinon on se casse la tête. Je pense qu'à côté de Metz aussi, il s'arrache un peu les cheveux à savoir qu'est-ce qu'ils vont avoir en face d'eux. Mm. Donc je pense pas qu'ils donnent forcément plus d'éléments que ça pendant la conférence de presse. Ouais, Donc, sur le schéma tactique, non, c'est sûr que ça va être, à mon avis, il y aura pas grand-chose. Mais alors, par contre, sur les absences, je pense qu'on Oui, on aura bien sûr, droit ça, un peu quand plus même d'informations. au c'est sûr. bulletin médical. Mais c'est vrai que ouais, ça va être une configuration dans tous les cas très particulière et on verra bien ce que ça va donner. Moi, c'est vrai que je suis quand même en défense, Et- je vois vraiment pas de bonne solution en fait. C'est ça qui me. Ouais. Je n'arrive pas du tout, par exemple, à imaginer une défense centrale composée juste de Singo Matsima. Ça me paraîtrait vraiment très bizarre, pour le coup. Surtout qu'autant que Mathima a l'air d'avoir fait un bon match avec l'équipe de France ce soir, mais avec nous, ces 2 matchs qu'il fait sont catastrophiques. Ouais. Je sais pas, je Et vois faut pas se rater, parce que on joue quand même à domicile contre Metz qui est vraiment pas dans une bonne spirale actuellement, donc c'est pas vraiment le moment de venir perdre des points bêtement avant d'aller à la Ligue. Bah, surtout qu'en plus la trêve là qui se présente, avant la prochaine période, pardon, avant la prochaine trêve, c'est quand même des matchs. C'est quoi ? C'est Le Havre, c'est Metz. Alors il y a Lille, c'est vrai. Et le 4e, c'est quoi ? Enfin, c'est des matchs où on doit prendre des gros points. Oui. Très honnêtement, on doit quand même faire on va pas dire qu'on doit faire le plein, mais quand même, si on a des ambitions, en tout cas, il faut marquer de gros points sur ces 4 matchs-là. Brest, je crois, le dernier. Brest, oui, effectivement. Brest, qui est quand même. Mais à domicile. Qui est quand même, qui est bien classé quand même, mais bon, je pense qu'ils doivent quand même pouvoir tomber aussi. Hein. c'est quand même pas tout à fait logique, normal qu'ils soient là. Jouer la course à l'Europe pour Brest en fin de saison, c'est sûr. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est vraiment un gros problème, en tout cas cette défense. Moi, j'ai quand même envie de dire qu'il va tenter il va tenter quand même de rester en 3-4, 1-2, 2-1, ça dépendra. Je pense même 2-1. 1-2, pardon. Il va garder. Oui, je pense aussi. Je pense que vraiment la meilleure solution, ça va être de descendre un des milieux de terrain au poste de Zakaria a pu faire par exemple contre Nantes. Ouais, contre Nantes et contre Marseille. Je pense que c'est mieux que du coup on aura. Tout ce qu'il va nous falloir, c'est surtout de bloquer leur contre-attaque, parce qu'ils vont jouer vraiment très très bas. On va vraiment avoir la possession, on va avoir les occasions, on va faire plus de 20 frappes dans ce match, clairement. Surtout après les 3 matchs qu'ils ont suivis, ils vont vraiment être acculés, ils vont chercher à nous prendre en contre-attaque, donc c'est surtout là-dessus qu'il faudra aller bon. Donc. Parce que si on regarde un petit peu aussi au niveau de l'académie des petits jeunes qu'on a, dans les défenseurs centraux. Alors, tu as parlé de Richie Valmé, parce que là, on a Cartillier qui est monté comme doublure en tant que latéral gauche. Mais au niveau des défenseurs centraux, on a Kuzmanovic, on a Enzo Couto, on a Fouad Elmash, on a Jules Berry, et donc Ilanoku, dont on parlait, mais qui est a priori en instance de départ. Mais du coup, les seuls pros là, si je ne me trompe pas, c'est Valmé, Oku et Couteau et Elmash. Mais je pense que Elmash, clairement, c'est quelqu'un qui est pas trop dans le projet. Plus trop, parce qu'il a quand même 22 ans aujourd'hui, et bon, très clairement. C'est un moment qu'il est au club aussi. Ouais. Mais enfin, en tout cas, comme je disais, par rapport à Olmeta, qui a été pas mal mis en avant, notamment aussi par le club, je pense qu'un Valmé, c'est un peu la même chose. A priori, ça semblerait être. C'était le capitaine du coup de l'équipe de Gambardella, c'est ça? Ouais. C'était le capitaine de la Gambardella, donc forcément, oui, il était beaucoup mis en avant. C'est ça.
Il y avait Enzo Couto l'an dernier qui avait fait quelques matchs, mais même comme latéral droit, je crois, des matchs de préparation, des matchs amicaux avec Philippe Clément, qui a pas trop confirmé l'an dernier, je crois. Il a eu pas mal de blessures. Donc là, il est un peu, pareil, un peu disparu des radars. Kuzmanovic, bon, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Il est un peu jeune. C'est jeune, ça a 18 ans, à peine. Ouais, c'est... Couteau a 20 ans maintenant, quand même. Hein. Ça passe, le temps passe. Kuzmanovic a 19 ans, donc lui, c'est pareil. Alors, il joue pas mal aussi avec le groupe élite, mine de rien, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est... il n'est pas encore professionnel, par exemple. Comme Jules Berry, d'ailleurs. Jules Berry, pareil, il n'a pas signé son contrat professionnel, il a 19 ans aussi. Lui aussi, c'est un de ceux qui joue le plus en défense centrale, avec le groupe élite. C'est vrai qu'on a l'impression que là, il n'y a pas un défenseur prêt vraiment pour prendre la relève, on va dire. Celui qui est prêt là, dans toute la liste qu'on a fait, même si tu dis il en a sans jeu départ, c'est beaucoup. C'est celui qui est dans le groupe pro depuis très longtemps, qui a eu des minutes de temps de jeu en pro, qui est souvent sur le banc aussi, ou en tribune. Alors, bon pour lui. Mais voilà, c'est celui qui est censé être vraiment le plus proche et qui est juste dans la liste derrière Mathima. C'est ça. Et je pense que même s'il en a sens de départ, ça n'empêchera pas que s'il faut l'utiliser sur ce match-là, il sera utilisé. Ce ne sera pas la première fois qu'on utilise un joueur pour l'envoyer 2 jours après ailleurs. On va peut-être renégocier une petite plus-value s'il fait un bon match. Mais voilà, en tout cas, on le sait, hein, c'est un secteur qui est complètement décharné, avec Salissou également, dont on ne parle plus, mais qui apparemment avance bien dans sa récupération. Maintenant... au mieux, on le récupère en décembre. Ouais, juste pour le remettre ensemble pour partir à la CAN, c'est parfait. Ouais, on verra, parce que s'il n'est pas en forme, enfin s'il est à court de rythme, je suis pas sûr qu'il parte à la CAN, ceci dit. Mais voilà, au mieux, voilà. Et donc là, pour parer au plus urgent, très clairement, on n'a personne. Hein, donc voilà, c'est un. Ce qu'il faut surtout, c'est que ça ne dure pas. Bon, là, on joue Metz à domicile, ça va. Il va commencer à enchaîner les autres matchs. À chaque match, tu parles de la même chose. Ça va vite devenir compliqué, quoi. Oui, parce qu'une entorse, si elle n'est pas grave, ça peut être assez rapide, finalement. Oui. Mais si c'est plus... Alors, je pense qu'elle ne doit pas être si grave, parce qu'il y avait quand même un certain optimisme du côté du staff chilien, de ce que j'ai pu lire. Ce qui laisse penser que c'était pas aussi grave, donc c'est pas plus mal qu'il ait eu 10 jours vraiment pour se remettre, en espérant peut-être du coup qu'il soit suffisamment remis contre Metz. Mais oui, il faudrait évidemment pas que ça s'éternise et que pour le match suivant il soit revenu. Alors, on aura Magassa et Zakaria de retour aussi. Maintenant, c'est vrai que... C'est surtout ça qui nous fait mal, hein, c'est la double suspension. C'est ça. Et là, c'est ça, surtout que ça tombe très très mal, quoi. C'est que les deux tombent en même temps à cause de la trêve, justement. Ouais. Oui, parce que normalement, il y aurait dû avoir un décalage d'un match entre les deux, mais c'est vrai que la trêve fait que ça peut rattraper. C'est ça. Du coup, Magassa, en plus, je l'avais prédit, hein, ce match de suspension. Arrête de prédire des choses. Je l'avais prédit, je sentais la biscotte intentionnelle contre Reims. Bah, il aurait peut-être pas dû la prendre. Hein. Il aurait peut-être dû attendre. Donc, voilà. Mais bon, c'était comme ça. Bon, voilà, je sais pas si on peut en dire beaucoup plus, parce qu'on va évidemment être suspendu aux annonces qui seront faites par Rütter en conférence de presse. Donc la conférence de presse qui a lieu demain, ce vendredi. On aura certainement donc le point médical, savoir où en est très exactement Maripane, parce que là, pour l'instant, c'est forcément un peu... flou, l'incertitude, même si on sait que l'entorse est bien avérée, mais sur les délais de récupération, c'est forcément très flou, et peut-être que Hütter nous en dira plus à ce propos, et puis peut-être aussi qu'au cours de cette conférence, il en dévoilera un petit peu plus sur les solutions qu'il envisage, même si j'ai plus de doutes à ce propos quand même, de le voir dévoiler ses cartes de cette manière-là. Oui. Donc on aura plus d'infos aussi avec le groupe. Là, le match étant à dimanche 17h, je pense que dimanche 14h, on devrait avoir le groupe. Oui. Vu que maintenant ils aiment bien nous l'annoncer vraiment quelques heures avant le match, non, alors qu'avant on avait le jeudi voire le vendredi, tu avais le groupe avant, il y a quelques années de ça. Pour le match du week-end, maintenant il faut attendre. C'est même plus la veille, maintenant c'est le jour même, tu as le groupe quand même. Ouais, ça c'est la nouvelle communication en tout cas qui a été décidée sur les matchs à domicile. Voilà, pour les matchs à domicile, ce sera le jour du match dorénavant. Ça m'avait été communiqué. Donc,
Du coup, c'est quelque chose d'officiel. Ça n'a pas été une boulette sur les derniers matchs. Ça sera Non, j'ai demandé parce que voilà, comme je bosse en plus le soir. Quand il y a les groupes, des fois j'attends alors que je suis en train de je dois bosser et du coup je suis là, ah putain, ce serait bien que ça sorte. Souvent je l'ai fait dans le métro, tu vois. et du coup en posant la question, on m'a dit non, les matchs à domicile ce sera le jour du match dorénavant. D'accord. À moins qu'ils changent encore d'avis, mais oui, bien sûr. Mais officiellement, c'est comme ça. On m'a communiqué comme ça. Donc voilà. Bon. On verra bien du coup pour le groupe, c'est pas le plus urgent. On va attendre évidemment déjà le point médical de Hutter pour la conf. Voilà. On va espérer que Hutter trouve les solutions déjà pour commencer, arrive à se sortir de ce dilemme et la bonne, ce casse-tête chinois. Et la bonne, pas la solution, qu'elle soit bonne, ça nous dira très bien. Je pense que la bonne solution, à mon avis, ce sera de faire un match comme Strasbourg, avec une équipe qui ne laisse aucune munition, aucune cartouche à l'adversaire, et qui du coup, qui domine outrageusement la rencontre, qui marque 3 buts, et voilà. Je pense que là, c'est le scénario idéal. Oui. Mais en plus, c'est un scénario quand même très probable, vu l'adversaire. Nous verrons bien. Au retour, en tout cas, de Laszlo Bologna au Stade Louis II. Ça lui fera plaisir. Vrai. Certainement. Pas à nous, mais... Historiquement, Metz, c'est vraiment... Regardez, tout à l'heure, l'historique, il y a peut-être 70% de victoire à domicile, quoi. Généralement, quand ils viennent chez nous... Oui. Oui, c'est... Faudrait que je regarde. Je vais plancher sur ça. Bon, en tout cas, merci Patrice, voilà, sur petit sujet de complément pour Club Mounegou qui était consacré surtout en majorité à Philippe Keun. On remercie encore une fois Thomas qui était présent pour parler un peu de Philippe Keun et nous donner son expertise sur le poste de gardien. Merci Pat, du coup. Merci à tous de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous pour un débrief du coup de match de Metz. Normalement, le débrief sera lundi soir. Ce sera avec Rome et moi. Et je pense qu'on sera que tous les deux. Voilà, à confirmer. Mais normalement, ce sera... Attendez-vous donc un débrief lundi soir. Avec, du coup, tant qu'à faire, un petit live sur Twitch. On se laisse là. Du coup, encore une fois, merci à tous de nous avoir suivis. Et à bientôt pour un nouveau débrief. Salut à tous, c'est Dag et Mounegou. Ciao, ciao. Et bisous.